Pulsar. Bonjour et bienvenue dans Poitou Pop, l'émission qui vous apprend à manger du bourgeois. Et aujourd'hui à l'antenne, nous avons une émission des plus passionnantes avec l'actualité débordante de la France, cette actualité militaire et militarisante. Alors pour cela, nous avons invité Quentin Plinguet, conseiller municipal communiste auprès des jeunes et des étudiants et étudiantes et membre de l'association ARAC, l'association républicaine des anciens combattants. Bien le bonjour. Bonjour à vous. Et on a aussi Robin qui est là en tant que chroniqueur aujourd'hui. Ça faisait bien longtemps qu'on t'avait pas entendu sur les belles ondes de Radio Pulsar. J'étais dépaysé un peu. Et Arthur qui, comme d'habitude, fidèle à lui-même, sera en retard pour cette très belle émission. Enfin bref, le tout sur une heure. Dernière émission en plus ça de 2025 et des fortes émotions. Cette année était riche en nouvelles et en actualités. Pour commencer un peu de sujets finalement d'actualité, notamment le vote du budget qui a été fait mardi, c'est ça, qui a été voté mardi. Alors toi, Quentin, tu fais partie d'un groupe politique, le PCF, le Parti communiste français. C'est quoi ton point de vue toi, sur ce vote ? Bon, déjà, je peux commencer en disant que c'est une honte que le Parti socialiste ait voté pour et que c'est une honte que les Verts se soient abstenus, à mon avis, vu que s'abstenir, c'est voter pour. Le PCF, qui fait partie de GDR, donc a voté contre en majorité. Il y a eu une abstention, je crois. Toi, du coup, c'est quoi ton point de vue là-dessus ? Ouais, moi, je pense qu'effectivement, ce budget, il a aucun sens. C'est un budget de recul social. Tous ceux qui prétendent le contraire, en fait, sont juste dans le camp adverse. Il faut le dire clairement. C'est pas des alliés de la classe laborieuse. Et donc voilà, moi, mon point de vue, c'est que les députés communistes ont effectivement voté contre dans leur grande majorité, à l'exception de un qu'on peut questionner d'ailleurs. Je pense l'intérêt d'un vote abstention, effectivement, ça revient à voter plus ou moins pour. Les députés ultramarins du groupe GDR ont voté en bonne partie pour le budget. Ils ont leurs raisons et je pense qu'ils se sont largement expliqués sur le sujet. Mais ouais, c'est un budget de recul social et c'est insupportable que ça soit passé à si peu de voix, quoi. Mais surtout qu'on peut rappeler... Allô, oui, ça fonctionne, ok. On peut rappeler pourquoi est-ce que c'est un scandale. C'est surtout le fait que maintenant, les personnes qui vont avoir un cancer vont devoir payer des médicaments, ceux qui ont des traitements lourds quand ils vont aller à la pharmacie vont devoir payer également, C'est un recul social, on l'avait déjà dit, le gel des APL, etc. Et en fait, on se rend compte que la gauche social-démocrate est main dans la main avec aujourd'hui la bourgeoisie et le capital pour dire bonjour, on vous aide. Surtout que l'argument qui est revenu beaucoup, c'est oui, mais on a trouvé un compromis, il valait mieux ça que ce qu'il y avait avant. Alors je suis pas vraiment sûr que le fait de dire à le camp nu pas de souci, on t'aide à faire passer ce budget, aide vraiment le camp des travailleurs et le camp des pauvres. Mais bon, manifestement ça a leur avantage. Toi Robin, t'avais regardé un peu ou pas ce vote ? Moi j'avais des devoirs à rendre, du coup j'ai pas pu regarder la chaîne publique Sénat en direct malheureusement, alors que c'est un gros divertissement en vrai si vous savez pas quoi faire. Mais moi, ce que j'avais regardé, c'était les parts d'économie qui étaient réalisées. Je crois que c'est 40 ou 45 milliards, quelque chose comme ça, dans le service public. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a un budget, on coupe dans le service public, mais on ne met pas d'entrée derrière. Après, on va pas refaire ici les débats des commissions de finances et tout. Mais en gros, le problème de la dette en France, si je ne me trompe pas, c'est des problèmes de recettes et non pas des problèmes de dépenses. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on regarde le bilan d'Emmanuel Macron et globalement aussi de François Hollande, feu son époque, c'était à chaque fois des gens qui baissaient les recettes de l'État, que ce soit par des cadeaux fiscaux, etc., et qui n'augmentaient jamais rien. Et du coup, là, on se rend compte que ils ont commencé à taper un peu partout. Donc, ils avaient tapé sur les écoles, ils avaient tapé sur les hôpitaux, ils avaient tapé sur les services publics, la poste, les télécoms, etc. Et comme ils n'ont plus rien à taper, là, ils vont aller taper dans quoi ? Dans la Sécu, dans le dernier rempart qui nous reste un peu à gauche en France, qui reste un peu la Sécu, et c'est ça qu'ils vont aller découper, par exemple. Là, on peut aussi noter que dans les cases de service public à Poitiers, il y avait je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais il y avait un des masters MEF, donc les masters pour être enseignant de sociaux, qui a été fermé là sur décision du recteur, alors que c'était un des masters MEF qui avait le plus de taux d'admission au concours, par exemple, tu vois. Et du coup, tous ceux qui veulent faire le master MEF de sociaux, par exemple, vont devoir se retrouver à aller habiter à Bordeaux,
qui n'est pas la même économie quand tu vis à Bordeaux que quand tu vis à Poitiers, Ok, non. qui n'est pas la même distance quand tu viens des campagnes de Poitiers pour te retrouver à Bordeaux tout seul, sans personne, sans lien social et tout, c'est pas les mêmes problèmes. Et par contre, en parallèle, on voit qu'ils augmentent le budget des armées, ils augmentent le budget du renseignement, ils augmentent tout ça, ils mettent en place des services militaires volontaires, etc. Mais on va pas entamer ce sujet pour l'instant, on va pas spoiler. Et du coup, c'est toujours ça en fait. Donc là, au lieu de faire des compromis avec ces gens qui veulent financer les armées et qui veulent mettre les petits pauvres dans les tranchées pour aller mourir pour leurs intérêts à eux, faudrait peut-être regarder dans la glace et faire alliance avec des gens qui sont vraiment de gauche et arrêter de voter des budgets comme ça, quoi. Surtout que là, le fait qu'il n'y ait pas de recettes, ça montre bien que la théorie du ruissellement que Macron nous promettait en 2017, où tout le monde prévenait qu'elle ne fonctionnait pas à part dans leur lubie néolibérale, ça montre bel et bien aussi qu'il n'y a bel et bien aucune débouchée, à part une crise totale et les riches qui s'engrossent. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui est tombé, je crois que c'est 1% des plus riches détiennent plus de la moitié de la richesse du monde. C'est une dinguerie pure et dure. Je ne sais pas si vous avez regardé d'ailleurs le cache investigation sur Raphaël Arnaud, fait par Élise Lucet. Bon, il y a pas mal de choses qu'on a apprises, etc. Mais il y a notamment le fait que... Bernard Arnaud. Ouais, sur Bernard Arnaud. J'ai Raphaël. Ah non, sur Bernard Arnaud. Frontière ici, là. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé de casquette. Par rapport à Bernard Arnault, il y a notamment le fait qu'il a créé sa richesse avec près de 600 millions de francs à l'époque d'aide publique, alors que l'entreprise qui voulait racheter lui coûtait que 300 millions. Donc ça montre bien que la France, en fait, est une machine à cash pour les ultra-riches. Et justement, tu parlais de la militarisation, et c'est parfait, je vais pouvoir faire une petite transition, notamment pour discuter avec toi, Quentin. Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. Il est toujours bon de rappeler les bases. Donc, tu es aujourd'hui avec nous pour nous parler de l'association Larac. C'est une association qui vient de se recréer à Poitiers il n'y a pas si longtemps. Ouais, en fait, c'est une association qui est plus que centenaire maintenant et qui était un peu en sommeil dans le département. Et donc, on s'est dit avec quelques-uns, et notamment avec notre porte-drapeau qui est toujours présent, qu'il fallait reconstruire un comité départemental sur le département de la Vienne. Et donc, du coup, on est en train de reconstruire tranquillement l'association. Là, on devrait officialiser tout ça dans le courant du mois qui vient, début du mois de janvier à peu près. Parfait, comme ça on est un peu en avant-première sur Poitou Pop dans Radio Pulsar. Alors l'ARAC, c'est l'acronyme de Association républicaine des anciens combattants, parce que notamment ça prend ses racines dans les fondements de la Première Guerre mondiale. Oui, complètement. C'est une association qui s'est fondée en 1917 par Paul Vaillant-Couturier, Henri Barbus, Georges Bruyère et Raymond Lefebvre, qui ne sont pas des noms complètement inconnus quand même, notamment pour deux d'entre eux qui ont marqué l'histoire française, qui est parti du principe qu'en fait, on ne voulait plus jamais avoir de boucherie telle que la Première Guerre mondiale. Et du coup, en fait, l'association s'est fondée sur les valeurs de paix et de solidarité entre les peuples, et pas en fait sur un aspect très combattant, comme la plupart des associations d'anciens combattants de ce moment-là. Parce que les associations d'anciens combattants disent qu'en fait, on a perdu vu qu'on ne s'est pas assez bien battu. Là, justement, votre association prône le fait qu'il ne faudrait pas se battre du tout, vu que les guerres servent toujours les mêmes, toujours les plus riches, et toujours finalement pour détruire la classe d'en bas. Oui, complètement. C'est vraiment le fondement de cette association-là, c'est ça. D'ailleurs, on s'est renommé il y a quelques années, lors du congrès de 2023, en Association républicaine des combattants pour la paix, parce qu'on on fait face à un problème démographique qui est on n'a plus d'anciens combattants, donc ça plus vraiment de sens de s'appeler ancien combattant. Ça serait bien que d'autres prennent exemple sur ça. Et donc on a changé. Et donc par contre en fait l'objet il change pas. L'objet c'est toujours accompagner s'il y a des anciens combattants qui veulent nous rejoindre, notamment de la guerre d'Algérie, c'est possible. Et puis d'accompagner à œuvrer pour la paix. C'est vraiment l'essentiel, le désarmement, la paix et la solidarité. Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui avec les politiques qui sont mises en place qu'en fait on a oublié l'émotion de la guerre et surtout la destruction totale pour nombre de familles qu'est la guerre. Alors bien souvent la montée du militarisme c'est aussi une montée du nationalisme. On l'a vu récemment avec le discours du chef d'état-major de l'armée au congrès des maires qui disait qu'il fallait être prêt à perdre des enfants carrément. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça ?
Effectivement, le chef d'état-major des armées de France, là, ce qu'il dit, c'est un véritable scandale. Et nous, on l'a dénoncé dans la foulée. En fait, on ne peut pas entendre de la bouche d'un chef d'état-major. Déjà, c'est pas lui qui a dicté la politique militaire en France. C'est les politiques qui ont dicté les politiques. L'armée doit rester au service de la République et non pas l'inverse. Et puis, ce qu'il dit sur il faut accepter de perdre nos enfants. Il faut bien se rendre compte de la portée de ces mots-là. Il ne prépare pas à une simple défense militaire. Il ne prépare pas à ce que si demain il y a un pays qui envahit la France, on ait une armée défensive. Il prépare à ce qu'on ait une armée de projection. Et c'est vraiment un tournant majeur en fait dans la doctrine de militaires en France. Mais comme on a eu avant le tournant dans la doctrine du maintien de l'ordre, où on est passé de gardien de la paix à force de l'ordre. Enfin voilà, on est dans ces mêmes logiques-là, toujours plus guerrières. Et puis, la volonté de produire plus d'armements pour envoyer nos enfants à la boucherie, en fait. C'est juste une véritable honte que ça ait été tenu, et je pense que ça devra faire l'objet dans les mois qui viennent. On a une grosse période politique qui va s'ouvrir. Je pense que ça doit faire l'objet aussi de débats dans les communes. Qu'est-ce qu'on offre en fait à notre jeunesse, quoi. La question de qu'est-ce qu'on offre à la jeunesse, on l'avait vu notamment avec le SNU qui avait été créé et qui en fait avait une partie militaire, enfin de service militaire, qui avait une autre partie associative, mais on disait déjà à l'époque que c'était en partie un moyen d'embrigader et de familiariser la jeunesse avec la levée du drapeau, la trompette, etc. Là, on l'a vu récemment, pareil, ils veulent remettre un service militaire, cette fois-ci officiel, avec levé à 8h, couché à 20h, avec les draps au carré. Et on a en même temps une montée du culte du chef avec Emmanuel Macron qui se met en défenseur de la nation, défenseur de la patrie, face à une Russie qui voudrait nous envahir. Et en fait, ça montre aussi surtout, je sais pas, j'ai l'impression que depuis le retour de Donald Trump et donc son retour dans l'OTAN, avec les critiques qu'il fait par rapport à l'OTAN, au désarmement de l'OTAN, etc., qu'en fait, c'est une escalade sans nom, un peu comme si on était de retour dans les années 1970 avec la guerre froide. Ouais, il y a de ça. Le service militaire, on peut avoir le débat. Il y aurait un débat à avoir, je pense, sur qu'est-ce qu'on entend par le service militaire. Le service militaire tel que proposé par la Macronie, c'est pas un service militaire qui va dans un très bon sens. Enfin, clairement, c'est un service militaire, c'est ce que je disais, d'armée de projection. Ça veut dire qu'on va former des gamins à aller tuer d'autres gamins, en fait. Enfin, c'est clairement ce qu'on est en train de faire. Et surtout des pauvres, c'est quand même mieux, parce que ça se révolte moins. Et donc, on arrive à ça. Il faudrait avoir la réflexion de quelque chose qui forme une cohésion de génération. Mais en fait, ça peut pas être un projet unique. Le service militaire, je le disais, on peut avoir le débat, mais ayons un vrai sujet sur la jeunesse avant tout. Quelle perspective on offre à la jeunesse, si ce n'est faire partie d'une boucherie, quoi. Et tu vois, là, on parlait des services militaires, etc. Moi, il n'y a pas longtemps, là, après des années de tentatives de ne pas le faire, j'ai été convoqué à ma JDC. Du coup, j'ai été forcé de la faire. Ils m'ont envoyé un chèque de 10 € d'ailleurs. Merci l'armée. Ah ouais? Ouais, pour le déplacement. Parce que je leur ai dit, ouais, je peux la faire à Poitiers. Ils m'ont dit, non, allez la faire dans la ville où il y a vos parents. Enfin bref. Et justement, du coup, j'ai eu le droit à faire la JDC sauce nouvelle là, de Macron. Et dedans, ce qui était assez lunaire, en dehors du fait qu'on n'avait pas de steak frites, c'était des rations militaires qu'on avait à bouffer, c'est que pendant une après-midi, on a fait du tir sportif. Où du coup on s'est retrouvés dans des hangars à côté de leur zone de tir d'entraînement. Du coup on voyait littéralement des gens aller avec leurs armes s'entraîner pour tirer, et à côté de nous on était là pour imager. C'était un peu si on regardait le biathlon, genre les armes qu'il y a dans les biathlons et tout, et du coup on tirait, et du coup il y avait des concours de rapidité de tir, et du coup selon qui tirait ou pas plus vite, après ils renseignaient des questionnaires et ils les mettaient dans une salle annexe pour les recruter. Ouais, pour les recruter et tout. Et ensuite, à la fin de la journée, on avait des simulations VR de situations de combat. Et du coup, on a embarqué soit avec des équipes cynophiles, soit sur un sous-marin nucléaire lanceur d'engins et tout, pour tirer des ogives, soit des trucs comme ça. Et il n'y avait pas du tout le discours du après, attention, la guerre, vous pouvez quand même mourir. C'était vraiment un discours en mode regardez, c'est pas si terrible, il y a des bons moments de camaraderie, ça peut être cool. Et c'est assez terrifiant de voir que, des discours comme ça sur des gens de notre âge ou quoi, évidemment que ça n'a pas marché. Mais, et encore. Oui, encore. Mais sur des générations, des gens qui ont genre, parce que je crois que normalement c'est 16-17 ans, je crois, quelque chose comme ça. T'arrives, les gens ils viennent pendant toute une journée, tu leur dis regarde, c'est trop bien, on tient des armes et on s'amuse entre nous à tirer. C'est un peu inquiétant, quoi.
Et du coup, là-dessus, en parallèle, ils mettent le service militaire volontaire là, qui a été mis en place. Il y a l'Allemagne aussi qui l'a mis en place. Est-ce que vous avez pas peur du retour du projet de l'armée européenne qui oblige tous les jeunes européens à s'engager dans les armées pour défendre soi-disant le territoire européen? Ouais, ça fait partie de nos craintes. Enfin, la RAC, elle défend non seulement le désarmement, la paix, etc., mais elle défend aussi la sortie de l'OTAN et elle re-questionne en fait l'Union européenne et notamment dans une constitution européenne qui est vraiment de plus en plus en train de prendre le pouvoir sur la place des États, et notamment sur la question militaire. Enfin, la question de l'armée européenne, elle revient tout le temps, et en fait, c'est pas bon signe, quoi. Enfin, ça va aussi engager, s'il y a demain une armée européenne, ça va engager tout un tas d'autres problématiques, notamment qu'est-ce qu'on fait nous si demain on a un pays qui est membre de l'OTAN qui nous attaque, comment va réagir les autres membres de l'Union européenne? Si demain il y a la Russie qui avance, admettons, parce que c'est une option à pas exclure non plus, qui avance sur les pays de l'Est, comment nous on va devoir réagir, sachant que déjà ils sont en partie membres de l'OTAN, donc on va avoir une obligation d'intervention, et en plus de ça, s'il y a une armée européenne, on sera dépossédé en plus de notre seule force actuelle qui fait pression un peu dans le monde. Et juste, c'est une vraie crainte qu'on a, et je pense qu'il faut vraiment se mobiliser contre, quoi. Et en plus de cette crainte, il y a aussi la question qui a radicalement changé, c'est la bombe nucléaire qui arrive dans le débat presque tous les 15 jours. Alors sur le site de l'ARAC national, il y a le fait que justement vous êtes pour le retrait des armes chimiques, bactériologiques et nucléaires. Mais on constate malgré tout qu'il y a de plus en plus de montée du budget sur l'armement nucléaire de par le monde. Et c'est aussi inquiétant finalement cette montée du militarisme et de la bombe nucléaire, comme si en fait c'était juste un petit claque-doigt qu'on envoyait sur un pays. Ouais, c'est hyper inquiétant. Enfin, quand on entend que ce soit en France, Macron il en a parlé récemment de la bombe nucléaire. C'est hyper inquiétant. Nous, vraiment, quand on dit désarmement universel, c'est vraiment ça. Et donc, on appelle fortement la France à enfin ratifier le traité international anti-nucléaire. Oui au nucléaire civil, non au nucléaire militaire, si on voudrait résumer un peu notre position. C'est d'ailleurs le sens de notre combat principal, c'est de dire, en fait, on ne peut pas se permettre de vitrifier un pays, quoi, parce qu'on n'est pas d'accord, parce que les industriels n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, parce que deux grosses têtes ont décidé qu'ils voulaient marquer l'histoire chacun et avoir leur page Wikipédia à jour. Enfin, à un moment, c'est pas tenable des positions comme ça, et donc il y a trop de vie humaine en jeu, quoi. Enfin, la solidarité entre les peuples, c'est pas un vain mot, et donc ça doit avoir des actes forts. Le traité anti-nucléaire, c'en est une. Et effectivement, il y a aussi la question des armes bactériologiques et chimiques. Et Robin, je viens de me rappeler que quand moi j'avais fait ma JDC, il n'y avait pas laissé des armes, tu vois, je l'ai fait en 2018, je crois. Quand j'avais 16 ans, donc 2018-2017. Et à l'époque, par contre, ils nous avaient fait un petit dessin sur un tableau. Ils avaient dit, voilà, imaginez la France, c'est une maison. Et ils avaient fait un mur de barbelés autour de la maison avec des caméras qui filmaient à l'extérieur et à l'intérieur. Et donc, du coup, ils disaient oui, donc il faut qu'on surveille l'extérieur, mais attention, à l'intérieur aussi, il y a des ennemis. Donc, il faut qu'on surveille à l'intérieur. Et en fait, c'est ça aussi, c'est la militarisation du pays. C'est aussi une montée du fascisme, du contrôle total de la population, parce qu'il faut s'assurer que la population est d'accord avec nous. Et on le voit aussi par comment les médias ont traité ce sujet. On a l'impression qu'en fait, le fait qu'on aille en guerre, tout le monde s'en fout. Il n'y a pas tant d'esclandre politique, d'esclandre médiatique. Comment faire pour sensibiliser les gens par rapport à ça aussi? Ouais, c'est un vrai enjeu. Et puis quand on dit actuellement, là vous nous permettez de parler de paix, mais dans le monde en dehors de la radio, quand on dit mais nous on est pour la paix, la solidarité, etc., les gens ils nous regardent avec des gros yeux, ils me disent mais non, mais vous rendez pas compte quand même, la propagande elle marche bien. Oui, le monde des bisounours, on sort souvent oui, mais c'est pas les bisounours, le monde aujourd'hui. La solidarité entre les peuples, ouais, non mais quand même on va pas faire ami avec Poutine. Bah non, c'est pas la question en fait. À un moment c'est effectivement pas le sujet, mais par contre en fait le peuple russe il souffre aussi de cette guerre, quoi. Et eux aussi ils vivent l'inflation, eux aussi ils vivent leurs gamins qui meurent. Et en fait juste dire ça c'est impossible dans le débat public actuellement. Moi j'ai fait ma JDC en 2013-14, je suis vraiment un vrai ancêtre. Il n'y avait même pas l'idée de la maison et des barbelés. C'était à l'époque. Ça témoigne le changement aussi sur la question militaire, de la doctrine militaire qui a vraiment changé, qui a évolué au fur et à mesure du temps, mais qui a changé vers un signe vraiment négatif. Et tu as aussi l'aspect chez les militaires
Parce que là, récemment, sur le territoire national, en tout cas, on n'a pas eu de guerre depuis... depuis pas longtemps, je pense. Sur notre territoire national, sur le territoire national, par la révolution d'Algérie, il n'y a rien eu. Oui. Vu qu'on considérait à l'époque l'Algérie comme le territoire national, mais à part ça, et du coup, on est pas mal éloigné en fait des problèmes liés à l'engagement des armées, parce que l'armée française est quand même très mobilisée sur les théâtres d'opérations extérieures, etc. Notamment pour les enjeux économiques, évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais parfois, on a l'impression que les gens ils pensent que l'armée, c'est un peu comme la fameuse grande famille où tout le monde est d'accord et tout. Et que du coup, quand on soutient, par exemple, on peut un peu divaguer sur ces sujets-là aussi si on nous autorise, mais quand on doit apporter des soutiens inconditionnels à d'autres armées, etc., en fait, ça ruine tout facteurs sociaux et facteurs idéologiques du « Ah bah non, en fait, tu peux pas soutenir une armée qui est comme ça, où dedans, ça finance littéralement des bataillons de néo-nazis qui vont aller massacrer des gens pour leur ethnie ou pour leur religion. » Tout comme en France, nous, on a des bataillons qui sont officiellement marqués comme nazis, qui avait notamment posé avec des photos, ce qu'avait révélé Mediapart il y a maintenant 3-4 ans, je crois, 2-3 ans, où ça fait des photos entièrement bataillon, où tu as des mecs qui se trimballent avec le drapeau du Troisième Reich, où tu avais la ministère des Armées de l'époque qui s'était baladé dans un lieu de formation de la gendarmerie, où tu avais un mec qui était en train de lire Mein Kampf et tout. Enfin, genre, l'armée, c'est pas juste des gens qui viennent et qui sont cool avec tout le monde. Genre, ça reste un outil de formatage cérébral, nationaliste, ethnocentré, ethno-racial, de suprémaciste, et c'est clairement pas quelque chose. Si on doit faire une armée, autant que ce soit une armée de classe plutôt qu'une armée nationaliste, quoi. Ouais, après, je sais pas si vous vous engagez dans ce discours-là, mais... Si, nous, on n'a pas de problème à parler de classe à la RAC. On a une histoire et on l'assume complètement. Après, il faudrait une vraie réforme profonde de l'armée, parce qu'effectivement, on est sur un problème. L'armée française est effectivement soumise à des logiques économiques. Là où, moi, mes grands-pères, ils étaient résistants, ils étaient dans l'armée régulière après la guerre. Les deux, ils sont engagés parce qu'ils étaient antifascistes, principalement. Et donc... on n'a plus du tout cette culture-là à l'armée, en fait. Et même, on parle avec des militaires actuellement, et ils n'ont plus du tout cette culture-là. Et c'est pour ça aussi que c'est important de faire vivre une autre mémoire que celle qui est transmise par les associations d'anciens combattants. Parce que les associations d'anciens combattants, de manière générale... ils vont vite sur des discours nationalistes. C'est très rare d'entendre... Des discours de martyrs, des héros et tout. Mais en fait, effectivement, quand il y a des soldats qui meurent au Mali et que c'est des soldats français, il faut regarder pourquoi ils sont morts. Ils ne sont pas morts juste pour combattre le terrorisme. Effectivement, il y a une branche terroriste très active d'Al-Qaïda au Mali, mais dans les faits, ils sont morts aussi pour défendre les intérêts d'Areva, de Total Energy, voilà. Et quand on dit ça... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la propagande médiatique, elle est tellement forte, même les militaires, effectivement, pour eux, c'est pas possible. Et donc, je pense qu'il faut effectivement changer le modèle militaire en France et oui, aller vers une armée plus populaire, plus de classe, en tout cas qui défend d'autres intérêts que les intérêts économiques. Et on va pouvoir en parler dans la seconde partie d'émission. On va pouvoir écouter Forced to Sin, c'est une chanson de Emmanuel Jal sortie en 2008 sur l'album War Child. Et si je l'ai mise, c'est avant tout parce que la chanson, c'est un peu une chanson autobiographique. Son père était un combattant. La chanson, elle explore notamment les enfants qui sont confrontés en temps de guerre, tués ou être tués, comme tu le disais tout à l'heure, voler ou mourir de faim, voire envisager le cannibalisme. C'est ce qu'il raconte dans sa chanson. Voilà, je vous laisse écouter Emmanuel Jal, Forced to Sin, et Arthur est arrivé. À la fin, on pourra avoir un bon vieux Cinémarx. J'ai hâte. A tout de suite dans Poitou Pop sur Radio Pulsar. On est avec Quentin pour parler du militarisme et de l'association de l'ARAC. Like torments, my every moment. Voices in my brains of friends that were slain. Friends like Loa who died by my side from starvation. In the barren jungle and the desert plain. Next was I, but Jesus heard my cry. As I was tempted to eat the rotten flesh of my comrade, He gave me comfort. We
used to raid villages, stealing chickens, goats and ships, anything we could eat. I knew it was rude, but we needed food, and therefore I was forced to sing to make a living. Forced to sing to make a living. Sometimes you gotta lose the will. Never give up, never give in. Left home at the age of 7. 1 year later, I leave with an AK-47 by my side. Slept with one eye open wide. Run, duck, play dead and hide. I've seen my people die like flies, but I've never seen a dead enemy, or at least one that I've killed. But still, as I wonder, I won't go under. Guns barking like lightning and thunder. As a child, so young and tender, words I can't forget, I still remember. As the sergeant command, raising his hand, no retreat, no surrender. Forced to sing to make a living. Forced to sing to make a living. Sometimes you gotta lose the will. Never give up, never give in. Yiggish. I carry the burn of the trauma. War child without a mama. Still fighting in the saga. Yet as I wake this new war, I'm not alone in this drama. No sit or stop as I reach for the top. I'm fully dedicated like a patriotic cop. I'm on to fight day and night. Sometimes I'm doing wrong in order to make things right. It's like I'm living a dream. First time I'm feeling like a human being. The children of Darfur, your empty bellies on the telling nights. You that I'm fighting for. Forced to sing to make a living. Forced to sing to make a living. Sometimes you gotta lose the will. Never give up, never give in. My brother, Lord, when you died in the jungle, I didn't have strength to say goodbye. My lips were dry. Even now I try. It's hard, but I guess I'll try. Goodbye, my brother. Goodbye. Again, I'm in a different war. Fighting for the children of Darfur, the children of Sudan, and the children of Africa. Le peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais. Et des conneries, on en entend pas mal en ce moment de la part des politiques. Vous êtes bien dans votre émission Poitou Pop sur Radio Pulsar 95.9 où on parle de la militarisation de l'espace public, on va dire, et surtout d'un langage militaire de la part des politiques. Et pour ça, on a invité avec nous ce soir Quentin Plinguet, qui est membre de l'association ARA, qui est membre du Parti communiste français. Alors, juste avant, on parlait du fait que... l'armée, il y avait l'esprit de camaraderie dans l'armée, etc. Il y a aussi le fait que aujourd'hui, quand on parle avec des gens qui ont fait l'armée ou qui veulent faire l'armée, il y a la question de oui, mais en fait, moi, je sais pas où je veux aller. Et en fait, l'armée, ça me permet de me recentrer, de me reconcentrer. Ça me permet, je sais pas, d'avoir une ligne directrice. Donc finalement, est-ce que c'est aussi la preuve que en fait, les pouvoirs publics ont complètement abandonné une jeunesse, et pas que, vu qu'on peut rentrer à l'armée, pas que quand on a 17 ans, on peut y rentrer un peu plus tard, qui a complètement abandonné une jeunesse et une population qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qui est complètement perdue, qui ne trouve pas de vocation particulière dans le travail ou à l'école. Ouais, complètement. Enfin, quand je disais tout à l'heure, le service militaire ne doit pas être la seule politique jeunesse en France. Ça sous-entend qu'il n'y en a pas en fait des politiques jeunesse en France. Il n'y a pas un pouvoir centralisé qui dit on va offrir à cette génération l'émancipation. Et donc la seule perspective c'est ça, avec ces appuis-là. Enfin, effectivement, les témoins qui ont vécu le service militaire nous le disent encore. Moi, mon père m'en parle assez régulièrement de son service militaire. Lui, il a adoré. En plus, il n'a pas tenu d'armes, donc vraiment, il a fait un service militaire tranquille. À tout moment, il a pu passer son permis en plus. Ouais, voilà, il a passé le permis, il mangeait au resto. Enfin, c'était plutôt pour lui, c'était bonne ambiance. Mais dans les faits, on parle avec ceux qui, eux, ont vécu un autre service militaire, qui ont été envoyés en Algérie. Vraiment, eux, ils ont vécu un service militaire pas cool, qui ont été forcés à faire ça. Eux, ils en sortent traumatisés. L'armée, il faut pas oublier que
t'y rentres plein d'envie, tu passes un bon moment sur le coup, et puis derrière tu sors avec un syndrome post-traumatique parce que t'as tué des gamins, quoi, et parce que t'as vu des choses horribles, et enfin on oublie un peu cet aspect-là quand même de l'armée qui est une boucherie, quoi. Et justement là-dessus, vous, parce que vous avez proposé des aides juridiques, il me semble, etc., dans votre histoire, ou même peut-être actuellement. Ouais. Est-ce que vous travaillez aussi là-dessus sur la reconstruction, entre guillemets, des combattants après leur service, parce que c'est souvent les choses qui sont un peu négligées globalement dans les armées et globalement aussi un peu dans toutes les sociétés, notamment aux États-Unis où les anciens combattants se retrouvent à faire des tueries de masse parce qu'ils n'ont pas été aidés et qu'ils sont devenus un peu fous. Est-ce que ça, en France, c'est aussi un problème que vous constatez ? Oui. La RAC est labellisée par le ministère des Armées comme association anciens combattants. Donc ça sous-entend aussi que, par exemple, des militaires qui actuellement sont en OPEX peuvent rejoindre la RAC pour bénéficier d'une aide. Alors on n'est plus aussi fort qu'on l'a été. Et donc on a perdu un peu de certains services, notamment... Vous avez été dissous en 1939 aussi. On a été dissous par Pétain, ouais, complètement. Qui nous a dissous en même temps que l'ensemble des organisations communistes. Il a considéré qu'on était une organisation communiste. Voilà, bon, comme d'autres. On cache pas notre histoire, mais bon, quand même, on n'était pas affilié au PCF à ce moment-là. Et ouais, on a perdu un peu le poids qu'on avait à l'époque au profit d'autres, au profit de l'UNC, l'Union nationale des combattants, de l'UFAC, l'Union française des anciens combattants, qui porte bien son nom. Enfin, vraiment, c'est dans le nom, quoi. Et du coup, on a eu un long moment, une mutuelle, un service psychologique, un service juridique, etc., pour permettre aussi aux anciens combattants de se reconstruire. La RAC, elle a été fondée par des gens qui ont été traumatisés par la guerre de 14-18 et qui ont été envoyés au front, qui ont sorti un livre qui s'appelle Le Feu, qui est hyper intéressant à lire. Voilà, donc il y avait cette vocation-là de la RAC aussi d'aider les anciens combattants à se reconstruire. Après la Seconde Guerre mondiale, c'était encore une autre façon de se reconstruire, c'était plus la lutte contre le fascisme, etc. Et puis là où la RAC a été de nouveau très en pointe sur les questions de aider les soldats et les anciens combattants à se reconstruire, c'était après la guerre d'Algérie, parce qu'on a eu toute une génération qui a été envoyée au front, qui faisait son service militaire, qui a été envoyée participer à tuer ce qui à l'époque était leurs propres concitoyens. Faut remettre dans le contexte de cette époque-là, dans un pays qui n'était pas le leur, pour au final maintenir une domination coloniale, pour des gens qui en plus avaient pas du tout envie de maintenir cette domination coloniale, quoi. Les gens en service militaire qui ont été envoyés là-bas, j'ai discuté avec quelques-uns, on a la chance d'en avoir encore quelques-uns en vie. Eux, ça les a traumatisés à vie, et la RAC a joué un énorme rôle à ce moment-là, de les accompagner à se reconstruire, à se dire en fait c'est pas la fin de ta vie, et puis les choses qui ont été que tu as vues, en fait on peut passer à autre chose, en tout cas ça te quittera jamais, mais en fait, tu peux vivre avec, quoi. Et on apprend aux anciens combattants ça, à vivre avec. On n'a plus la force énormément de le faire. Et puis surtout, il y a moins d'anciens combattants. C'est ce que je disais déjà. Il y a moins d'anciens combattants. J'espère qu'on n'aura pas à le refaire un jour. C'est vrai que tant mieux au final que ça n'existe moins, ça a moins son utilité, mais manifestement, un jour ou l'autre, il y a ce débat qui va revenir sur la table. Il y a aussi la question de l'habitude en fait de l'armement, de l'arme. Alors on voit depuis les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan et le plan Vigipirate, l'armement, c'est quelque chose qu'on voit, c'est-à-dire que c'est très souvent, par exemple, dans le centre-ville de Poitiers, où on va se balader et d'un coup, on va voir des militaires avec des armes, la police qui veut de plus en plus s'armer, la police municipale qui veut s'armer, et avec la jeunesse notamment, l'accélération des jeux de guerre aussi, parce que les jeux de guerre favorisent aussi un certain climat d'armée où on peut se dire c'est cool de tuer la guerre, etc. Je suis pas d'accord avec cette take. Moi je suis très d'accord avec cette take, c'est-à-dire que par exemple quand depuis 20 ans on joue au fait de tuer des gens, etc. C'est pas pour autant que je joue pas. Hillary Clinton, t'as le droit de dire la même chose qu'elle. Mais... Ah ouais? Ouais. Putain. Parce qu'il n'y a aucune étude qui a prouvé que jouer à des jeux vidéo rendait plus violent ou rendait plus non, disposé. Non, pas plus violent. Je dis pas que ça rend. Je dis pas que ça rend plus violent. Je dis que par contre ça te favorise à te dire ok, l'armée c'est quelque chose de normal et c'est quelque chose d'habituel. Je dis pas pour autant que c'est pas parce que tu joues à des jeux militaires que d'un coup tu vas t'amuser à faire un attentat. Et donc du coup, comme on en parlait la dernière fois, où depuis près de 10 ans, on a l'habitude de voir des militaires. Il y a aussi notamment la question de l'impérialisme français qui est,
on va dire, en déclin d'après la droite et l'extrême droite depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans, 40 ans, enfin depuis qu'on a perdu, depuis que la révolution d'Algérie finalement s'est conclue par une défaite de la France. La guerre aussi, c'est éminemment une question impérialiste, une question où on a envie d'assouvir un autre peuple. Ouais, c'est exactement ça. Nous, on considère qu'il y a, à part la guerre de 40-45, on considère qu'il n'y a pas eu de guerre civilisationnelle, si j'ose le terme, entre guillemets, enfin de guerre contre le fascisme, en fait, à part celle-là, quoi. Et les guerres actuelles qu'il y a, parce que le monde est en guerre, et la France est en guerre, en fait, dans les faits, sont effectivement des guerres impérialistes, et rien d'autre, et des guerres, en fait, l'impérialisme, il découle du capitalisme, hein, c'est la théorie de base, mais oui, il n'y a aucune guerre actuelle passée et future, je pense, qui n'est pas une guerre impérialiste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que une bonne partie des organisations, et dont l'ARAC, etc., sont pas présentes en fait dans les territoires dits d'outre-mer. C'est des pays, et donc en fait ils ont leurs propres organisations, etc. Nous, hexagonaux, on n'a rien à leur apprendre, quoi. Enfin, c'est bon, ils savent se gérer, hein. On pense notamment à la Kanaki, où l'armée a été envoyée oui, mais pour la révolte. Tout à l'heure, je parlais du territoire hexagonal, pas national. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Je voulais te couper, mais j'ai oublié. Tu parlais notamment de la France qui est en guerre. On pense notamment au Mali, où la France a été après les attentats, et où en fait le Mali, à un moment, nous a dégagés. Parce qu'ils ont dit, nous, on vous avait appelé pour nous aider avec les terroristes, vu que nous aussi, ça mettait en galère. Mais au final, on s'est rendu compte que vous profitiez aussi de votre présence ici pour nous voler et nous exploiter. Ouais, puis il y a ça, il y a la présence des bases françaises dans d'autres pays aussi quand même, hein, qui a un vrai problème. Enfin, ça veut dire que sur un pays, on a une base militaire, jusque-là tout va bien, il y a les États-Unis et nous et le Royaume-Uni, je pense, que des belles puissances coloniales quand même qui font ça. Alors les États-Unis se défendront toujours de ne pas être une puissance coloniale, ils n'ont pas de colonie, mais ils ont quand même Hawaï accessoirement. Alors que les créations, c'est leur création à eux, c'est une colonie, quoi. Ouais, donc c'est culotté. Mais enfin voilà, on parlait d'armée de projection, en fait la France depuis longtemps, elle se prépare à cette armée de projection. Enfin, maintenir des bases françaises militaires ouvertes dans d'autres pays qui ne sont pas des pays appartenant à la France, en fait, ça témoigne d'une volonté à un moment ou à un autre d'aller sur une armée de projection. Et le risque, c'est de mettre le doigt dans un engrenage que la France sera incapable de contrôler. Enfin, clairement, le risque de ça, de se dire on a un sous-marin nucléaire, on va l'envoyer dans une eau qui nous appartient, je sais pas, à la Réunion, parce que c'est pratique, c'est pas très loin de l'Asie, et donc on peut viser facilement la Chine et la Russie d'un coup. En fait, ça va poser un vrai problème international à un moment quand même. Et si demain on en arrive à positionner un sous-marin nucléaire à cet endroit-là, qu'on commence à lancer ou qu'on menace, enfin vraiment on met le doigt dans un engrenage d'une guerre mondiale. L'escalade est très rapide. Et j'ai pas hyper envie qu'on aille sur une guerre mondiale, et enfin l'ARAC a pas très envie non plus d'aller sur une guerre mondiale. On reprendra nos activités après la guerre, hein, s'il y a besoin, mais pour aider les camarades à s'en sortir, mais si on pouvait éviter, effectivement ça nous arrange quand même. Et notamment il y a une définition qui est essentielle, c'est aussi la question du pacifisme et d'être pacifiste. Par exemple, quand on prend la Seconde Guerre mondiale, Pierre Laval était quelqu'un qui faisait partie du pacifisme, c'est-à-dire qu'il était prêt à tout pour la paix, même à donner son pays notamment à une Allemagne nazie. Vous, c'est pas le cas, vous n'êtes pas dans le pacifisme, vous êtes dans le pacifiste, le fait qu'il faut pas, comme tu l'as dit, une guerre offensive, mais se préparer par contre à se défendre si jamais il y a des gens qui veulent envahir le pays, et encore là-dessus, il peut y avoir débat, c'est ça ? Ouais, en fait, nous, on est vraiment sur... dans le nom de l'association, il y a antifascisme et amitié entre les peuples. C'est pas neutre, hein, de mettre antifascisme dans le nom d'une association, surtout en 2025. L'association, elle a été beaucoup marquée par les résistants de 40-45. Et enfin, je pense qu'effectivement, comment dire, on se pose pas trop la question en fait d'aller sur des sujets impérialistes, mais oui, effectivement, il faut. C'est pour ça qu'on n'est pas pour la fin de l'armée, hein, par exemple, hein, parce que on pense que si demain le fascisme arrive dans un pays divers et varié, très proche, style Allemagne ou Italie, en fait, il va falloir qu'on arrive à répondre, et pour ça, il faut une puissance politique, et il faut un moment une puissance militaire. Même si l'armée en 39, on pourrait en parler un petit bout de temps, mais ouais, il y aurait. On n'est pas pour un arrêt complet de la militarisation, de l'armée régulière.
On n'est pas pour non plus une conscription de tout le monde, hein. C'est bien on arrive à marcher sur ces deux jambes-là. Mais on peut pas se permettre actuellement de plus avoir du tout de réflexe militaire. C'est pour ça qu'on est pour le désarmement effectivement très large, universel de la question atomique notamment. Mais dans les faits, on n'est pas pour un arrêt complet. On veut qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde. Et justement, la question des militaires, et après Robin, je te laisse la parole. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une armée pour défendre un pays face à l'antifascisme quand on sait que l'armée aujourd'hui est majoritairement d'extrême droite, a des idéaux d'extrême droite ou nationalistes ? C'est pour ça que je disais à plusieurs reprises, il faut changer la façon de voir l'armée et la façon dont elle est construite. Peut-être qu'il faut réfléchir à une armée qui est peut-être plus ouverte sur le peuple et qui a moins vocation à se montrer avec des grosses armes. Les défilés militaires, on en fait beaucoup avec l'Arak, les commémorations, tout ça. Nous, ça nous gêne énormément que, par exemple, au 8 mai, qui est la fête de la victoire, on est l'armée française qui, des fois, a des régiments qui ont collaboré, il faut le dire, clairement, défiler avec des chars, avec des machins, et rendre hommage à tous ceux qui sont morts pour les guerres impérialistes. Nous, ça nous dépasse, en fait. C'est un moment où on doit rappeler, je prends l'exemple du 8 mai parce qu'il est très fort, mais où on doit rappeler pourquoi on peut s'engager et pourquoi on en arrive à prendre les armes. Et on n'en est pas à ce moment-là. Et donc, il faut vraiment une politique volontariste sur changer l'armée, être hyper ferme avec les militaires sur cette question-là. C'est intolérable qu'il y ait effectivement des régiments où on peut voir des drapeaux racistes, si ce n'est des drapeaux fascistes, où il y a du révisionnisme, où il y a un recul aussi de la République. On a beaucoup de militaires qui remettent en question la République, tout simplement, alors qu'ils sont quand même militaires de la République française. Mais moi, ça m'inquiète énormément de voir des militaires royalistes, par exemple. Je trouve ça ahurissant de se dire je m'engage pour mon pays, mais en fait, je m'engage pas pour la République française, je m'engage pour combattre mes idéaux, pour combattre pour mes idéaux. Et donc, on n'en est pas à une armée antifasciste. Surtout que bien souvent, quand il y a eu des coups d'État, c'est venu de la part des militaires. On se rappelle de la tentative de coup d'État du colonel Reynaud, je crois, en Algérie, qui avait tenté justement de faire passer De Gaulle en tant que chef suprême. De Gaulle a toujours dit qu'il n'en avait eu aucune connaissance, etc. Mais bon, oui. On a des doutes que ses bras droits lui en aient quand même un peu parlé, sachant qu'il y avait son frère en plus dans le coup. Robin, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, tout à l'heure on me disait, surtout Quentin était revenu dessus avant, sur la sociologie des personnes qui s'engagent dans l'armée actuellement chez notre génération et tout. Et du coup, ça posait la question derrière économique et matérielle qui s'engage dans l'armée actuellement. Et là-dessus, moi, de ce que j'observe, il y a deux grandes familles. Il y a une grande famille qui va surtout par reproduction sociale, idéologique, de fils de militaires, de petits-fils de militaires ou de grandes familles bourgeoises nationalistes qui veulent défendre leur territoire national. Mais pas parce que s'ils étaient nés aux États-Unis, ils s'engageraient aux États-Unis, ils défendent juste un territoire parce qu'on leur a dit que c'était le territoire à défendre. Et il y a une autre partie qui est plus, elle, visée, je pense, par les nouvelles réformes sur le service militaire, qui est les jeunes défavorisés, les jeunes des classes pop et les jeunes un peu perdus. Sur le site du service militaire, ils inscrivent, je crois, les gens en décrochage scolaire et en manque d'insertion professionnelle pour leur permettre d'après rentrer dans les métiers. Mais oui, mais en fait, dans quel métier quand tu sors de l'armée ? Soit tu t'engages après dans un contrat long, soit tu reviens, si t'as pas de trauma, tant mieux pour toi, soit tu reviens dans des métiers, mais en fait t'as pas eu plus de formation, ou alors tu t'engages en tant que mécanicien, parce que en soi, pour être totalement transparent et honnête moralement, c'est vrai qu'il y a pléthore de métiers dans l'armée. Il y a des mécaniciens, il y a des contrôleurs radars, il y a des jardiniers, des trucs comme ça, il y a vraiment pléthore de métiers. Mais du coup, on va voir ces jeunes et on leur dit, en fait, au lieu de te donner un cadre d'études serein sur le territoire, par exemple, par hasard, finançant les lycées et les universités, et en fait, on va te couper ça et on va te dire, ah oui, mais t'es à la rue, t'as pas de travail, regarde, viens à l'armée, viens mourir pour les intérêts qui te dépassent et t'inquiète, tout ira bien. Est-ce que vous avez des discours comme ça quand vous faites parfois des interventions ou des choses comme ça, vous avez des gens en face qui vous disent, ouais, mais moi j'ai que ça pour m'en sortir ? Ouais, complètement. Quand je disais... le service militaire volontaire, ça peut pas être la seule politique jeunesse en France, et pourtant ça l'est.
C'est exactement pour ça. Enfin, quand on dit il faut remettre des moyens, et nous on le dit très clairement, hein, on fait des communiqués à peu près toutes les semaines sur le sujet pour dire on a besoin de moyens forts dans les services publics, de reconstruire en fait un service public fort en France qu'on a perdu. C'est aussi parce qu'on veut proposer un autre projet pour la jeunesse, notamment, mais de manière générale, on veut proposer un autre projet pour le peuple. Hein. C'est pas notre projet de société, c'est un projet long, mais c'est un projet qui vise l'émancipation de toutes et tous, et notamment d'une classe en particulier. On n'a pas de problème pour ça, mais ouais, c'est un discours qu'on entend aussi. Enfin, moi l'armée, enfin les gens qui nous disent mais moi l'armée ça m'apporte plein de trucs. Derrière, en plus souvent on vend en plus derrière quand on s'engage, on entend l'administration qui dit ouais mais t'inquiète, toi au moins t'auras une retraite quand t'es militaire. T'auras une retraite à 55 ans, sois content quoi. Enfin, le chantage économique. Ouais voilà c'est ça. Et puis enfin effectivement là le service militaire volontaire il s'adresse qu'aux jeunes où l'État a été défaillant avec eux en fait, parce que moi je veux bien qu'on parle de jeunes décrocheurs etc, mais en fait il faut se reposer la question à un moment de pourquoi ils ont été décrocheurs. Est-ce qu'ils ont été décrocheurs parce que ils n'ont pas suivi en cours? Mais en fait, pourquoi ils n'ont pas suivi en cours? Parce que les raisons socio-économiques les ont poussés à devoir aller chercher du taf, à s'occuper d'autres choses, quoi, en fait. Les études, c'est passé au second plan, parce que quand on vit de façon précaire, en fait, la priorité, c'est qu'est-ce que je bouffe demain et est-ce que je vais avoir un toit sur la tête. Et en fait, tant qu'on n'a pas résolu ces inégalités-là, l'armée, elle peut progresser dans la jeunesse tranquillement. Hein. Enfin, ils auront open bar. Et on parle de l'armée, mais on peut parler d'autres choses. Hein. Enfin, le fascisme, il progresse aussi sur ça, hein. Enfin, clairement. Hein. Eh bien, écoute, merci beaucoup Quentin d'avoir répondu à nos questions. Tu fais partie donc de l'association ARAC, Association républicaine des anciens combattants. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas pu aborder et qui te tenait à cœur ? Non, on n'a pas trop parlé du devoir de mémoire qui est aussi un peu au centre de l'association. Nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On ne parle pas de la même mémoire que les autres associations d'anciens combattants. On est principalement devenu une association de mémoire en plus, donc on en parle vraiment différemment. Et donc, faut pas hésiter si vous voulez entendre parler d'une autre histoire que l'histoire nationale très romancée, mais parler d'histoire ouvrière, etc., de comment les gens se sont engagés face au fascisme, etc. Faut pas hésiter. Cette année, notre gros travail, ce sera autour de la guerre d'Espagne, où le fascisme a écrasé les républicains. Vu que 1936-2026, on s'est dit que c'était plutôt adapté. La guerre du Nord, on a l'impression qu'il y a un oubli complètement total du passé. On va pouvoir... Moi, j'étais obligé... Il n'y a pas les grands chefs aujourd'hui. Il n'y a ni Yurregan ni Dieu plein air. Je suis obligé de mettre du Renaud avec la médaille. Petite chanson antimilitariste. Je suis désolé. Comment faire autrement? Je sais que c'est pas trop dans la DA de Pulsar d'avoir des vieux sons comme ça, mais j'étais obligé de craquer. Et juste après, on se retrouve avec la chronique de Cinémarx par Arthur, qui est dans nos studios. À tout de suite sur Radio Pulsar. Un pigeon s'est posé sur l'épaule galonnée du maréchal de France, et il a décoré la statue dressée d'une gastrique offense. Maréchaux assassins, sur vos bustes d'airain, vos poitrines superbes, vos médailles ne sont que fientes de pigeons, de la merde. Un enfant est venu au pied de la statue du maréchal de France. Une envie naturelle l'a fait pisser contre elle, mais en toute innocence. Maréchaux assassins, le môme, mine de rien, a joliment vengé les enfants et les mères que dans vos sales guerres vous avez massacrés. Un clodo s'est couché une nuit juste au pied du maréchal de France. Ivre mort au matin, il a vomi son vin dans une gerbe immense.
maréchaux assassins, vous ne méritez rien de mieux pour vos méfaits que cet hommage immonde pour tout le sang du monde par vos sabres versés. Un couple d'amoureux s'embrasse sous les yeux du maréchal de France. Muet comme un vieux bonze, il restera de bronze, raide comme une lance. Maréchaux assassins, l'amour ne vous dit rien, à part bien sûr celui de la patrie, hélas, cette idée dégueulasse qu'à mon tour je conchis. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Les étoiles en plus. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la chronique Cinémarx, la chronique cinéma qui met le capitalisme hors champ. Alors, c'est bientôt Noël pour celles et ceux qui le fêtent. Noël, c'est les cadeaux au pied du sapin, les repas de plus de 5 heures, le chocolat chaud, Maria Carré, mais surtout les films à regarder en famille. Alors, en ces temps de festivités, je vais justement parler de la vie de famille, en vous proposant un film qui mettra à coup sûr une bonne ambiance le soir de Noël. Le thriller psychologique fantastique Vivarium, réalisé par Lorcan Finnegan. Sorti en 2020, Vivarium raconte l'histoire de Gemma et Tom, interprétés respectivement par Imogen Poots et Jesse Eisenberg, un couple qui souhaite acquérir leur première maison pour fonder une famille. C'est alors qu'un agent immobilier leur fait visiter une maison tout juste construite, située dans un tout nouveau quartier pavillonnaire encore inhabité s'appelant Yonder. C'est une maison sans charme, couleur verte pastel, avec un petit jardin, mais surtout semblable trait pour trait à toutes ses voisines. Le couple, définitivement peu convaincu par la maison, décide de s'en aller, mais l'agent a disparu, et au milieu de toutes ces rues identiques, ils ne parviennent plus à retrouver leur chemin. Épuisés par des heures de trajet entre toujours les mêmes maisons, et en repassant toujours, quoi qu'ils fassent, où qu'ils aillent devant la même maison qu'ils ont visitée tout à l'heure, le couple se résigne finalement à loger dans leur, entre guillemets, nouvelle maison. Mais toujours en gardant l'espoir de sortir de cet enfer. Vivarium est une aventure à la fois étouffante et surréaliste, mais avec un message très terre-à-terre et très pessimiste sur la vie de famille. Le film évoque la classe moyenne piégée dans le modèle pavillonnaire. Yonder représente une utopie de banlieue standardisée devenue dystopie. En fait, il y a toute une réflexion sur l'urbanisme néolibéral où l'acquisition d'un logement est vue comme un accomplissement normatif. En plus d'être bloqué dans cette maison, le couple est forcé d'élever un enfant qui n'est pas le leur, dans un environnement où chacun remplit un rôle prédéterminé. L'enfant alien car il vient de nulle part et grandit très 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 vite, imite les comportements sociaux, parfois grotesquement, pour montrer comment les normes sociales se transmettent et est vu comme un parasite qui nuit à la vie de famille, alors que le couple se déchire à son sujet. La mère, avec de gros guillemets donc, reste à la maison pour l'élever car c'est sa seule occupation pendant que le père s'acharne à creuser un trou dans le jardin dans l'espoir de trouver une sortie. Métaphore sur le fait qu'il se tue au travail tout simplement. D'ailleurs son travail est littéralement un trou, une métaphore de l'absurdité d'un emploi aliéné. En bref, une critique de la famille nucléaire comme modèle imposé qui va de soi, présenté non comme un vrai choix mais comme un moyen de faire durer le système social en place. Je vais m'arrêter là car sinon ce serait trop vous spoiler, mais je pourrais continuer longtemps, tellement ce film est riche en métaphores et en sous-textes. Si vous voulez voir Vivarium et mettre à coup sûr une bonne ambiance au repas de famille le soir de Noël, le film est disponible en DVD et VOD, sinon piratez-le. Putain. S'il te plaît, parle pas de petites sommes parce que ça va me troubler. Ah bah dis donc, tes problèmes sont résolus. Il y a pas mal de zéros. Il y en aura d'autres parce que je m'attaque au capitalisme. Tu te prends pour Karl Marx? Non, parce que je suis pas un théoricien, moi j'agis. Et tu vas faire ça tout seul? Ben j'en ai bien peur, oui. Les étoiles en plus. Et tu voulais nous parler également d'un événement qui se passe à Poitiers ce soir. Non, pas ce soir du tout. C'est quand? C'est en fin de semaine? Non, pas du tout. Non plus. Non, en fait, j'en parle parce que du coup, on sera pas en live dans 2 semaines. Ce sera Noël et du coup, ce sera une rediffusion que vous aurez. Du coup, je me permets d'en parler maintenant. Samedi 27 décembre, entre 12h et 16h à Poitiers-Jeunes,
il y aura ce qu'on appelle un queer mass, donc en non-mixité, entre personnes queer, pour les personnes pour les personnes queer qui n'ont pas de Noël sain avec une famille qui les accepte, etc. Donc ce sera entre familles choisies finalement. Donc voilà, donc à noter, samedi 27 décembre, entre 12h et 16h, à Poitiers-Jeunes. Très bien, c'est noté. Oui, vu que dans 2 semaines, il n'y aura pas d'émission, on est en vacances de Noël, on va tous se goinfrer respectivement chez nous. Et il y aura une rediffusion du live qu'on avait fait avec Pas du Ring il y a un mois et demi de ça. Merci Arthur pour ta chronique Cinémarx. Merci Quentin pour ta présence ce soir. Rappelons-le, donc tu fais partie de l'ARAC qui, comme tu l'as rappelé, est avant tout un devoir de mémoire, mais pas de mémoire il faut aller se battre et se rappeler à quel point c'est bien de se battre, mais se rappeler aussi de la souffrance qu'est la guerre et à quel point ces enjeux-là sont pas nos enjeux à nous, mais sont les enjeux de la bourgeoisie qui essaye de nous endoctriner là-dedans. Complètement. Merci beaucoup pour l'accueil et si vous avez besoin ou vous voulez rejoindre ou soutenir l'ARAC, on a une adresse mail. Alors comme on est en reconstruction, on n'a pas beaucoup plus que ça pour l'instant. C'est ARAC, donc ARC.cd pour comité départemental 86@gmail, arac.cd86@gmail. Désolé, c'est la fin de soirée. T'inquiète. Et donc voilà, pour l'instant on n'est pas présent encore sur les réseaux, mais ça ne saurait tarder. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour ta présence aujourd'hui. Robin, mais merci d'être revenu dans ces beaux studios, ta casquette nous avait manqué. Je suis payé, hein. Arthur, Seulement. merci beaucoup. N'hésitez pas à rester sur les ondes de Radio Pulsar 95.9. Tout de suite, c'est Metal Fury. Si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus sur notre association Poitou Presse, c'est une association qui est un média marxiste et local, qui a vocation à vous apprendre à manger du bourgeois, mais pas que. Nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux avec Instagram, sur le compte Poitou Presse, sur la chaîne YouTube Ventre Presse, où vous pourrez retrouver ce podcast qui est aussi disponible sur le site internet de Radio Pulsar 95.9. Enfin bref, de belles choses vont arriver en 2026 avec les municipales. Oulala, ça va être croustillant. On vous souhaite une bonne soirée sur les ondes de Radio Pulsar et à bientôt. Puis ça.